M. Toga, qui nous amène à la suite de cette émission. Le président de la Fédération de Russie a signé un décret sur la politique étrangère russe qui vise à protéger la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie contre l'influence étrangère destructrice. Est-ce qu'il s'agit là d'une mise en garde contre les États-Unis? Que c'est nécessairement une mise en garde, mais si on voit chronologiquement les prises de position du président Poutine au début du conflit en Ukraine, vous vous rendrez compte qu'il a été tellement méthodique, en ce sens que au début, tout le monde, c'est pas un langage scientifique, je l'avoue, je vais dire certains observateurs ont eu à dire que le président Poutine est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il se lance dans une guerre qu'il aura perdue, les États-Unis sont là, il va perdre cette guerre, l'économie russe est d'abord blanc-ballante, donc elle n'a pas la capacité de supporter une guerre. Après, le discours apporté vers le président Poutine est un conquérant, il veut devenir Tchad, il pense qu'il va reconstituer l'URSS, il rêve. Après, le discours s'est porté vers... Mais son rêve devient quand même un peu... On doit quand même un peu prêter une attention plutôt rationnelle sur la politique de ce monsieur-là au niveau international. Et c'est à ce niveau-là que vous vous rendez compte que le discours tenu au départ par les leaders d'opinion dans les chaînes concurrentes tendait à montrer que la Russie n'est pas une puissance au sens propre, au sens premier du terme, n'est pas une puissance, c'est juste un pays que les États-Unis, dans leur politique définie par le passé, essayaient de renverser pour ne fût-ce que mettre la Russie dans leur giron. Et ces politiques-là étaient définies pour, une fois de plus, ramener la démocratie dans le giron russe. Et ramener la démocratie, c'est-à-dire quoi? Vous avez les think tanks, on en a parlé naturellement, et aussi les ONG qui ont pour vocation vendre les États-Unis, vendre la démocratie, vendre les droits de l'homme, pour, n'est-ce pas, l'émergence d'une liberté d'opinion, une liberté de presse, une démocratie au sens littéral du terme. Et donc, ils ont défini des stratégies pour ramener tout cela parce que ce qui se faisait en Russie n'était pas n'était pas une bonne source pour eux. Et donc, il fallait changer tout cela. Mais maintenant, le déroulement en Ukraine tend à montrer que la méthodicité que le président russe a utilisée pour arriver à ce décret-là. Vous vous souvenez que les frontières russes aujourd'hui, elles ont changé. Elles ont changé parce qu'il a conquis des territoires sous le prisme d'un référendum. Et un référendum qui est encadré par une charte des Nations Unies. La dernière émission parlait du non-respect même des directives encore de l'ONU, qui questionne encore la désoccidentalisation du monde au cœur même de cette institution-là. Vous voyez que l'on n'est pas très loin. Bon, les questions que vous posez sont tellement liées. Il fallait juste créer des liens pour faire ressortir les petites nuances qui s'y cachent. Et donc, le président Poutine, en prenant ce décret-là, montre ici qu'il est en cohérence avec ses actions depuis qu'il a pris le pouvoir déjà, redonner aux Russes une certaine dignité, réaffirmer la position de la Russie sur le plan de l'échiquier international, reconstituer les relations qu'elle avait par le passé, déjà sur le continent africain, vous voyez la percée avec ce qu'on appelle Wagner. Mais vous avez vu sa percée déjà sur le plan militaire, sécuritaire, vous avez aussi sa percée, ses promesses en termes d'infrastructures économiques. Vous avez Gazprom qui s'infiltre tout doucement dans les économies africaines, les présidents au Cameroun par exemple. Et donc, face à cela, qu'est-ce que vous voulez? Il a été méthodique et quand il signe ce décret, c'est non pas en réponse
au suzerain, comme il aime à le qualifier, mais à tout État qui s'imaginerait, une fois encore, que la Russie n'a plus les capacités ou n'a jamais eu les capacités de protéger sa souveraineté, de protéger ses citoyens et de protéger son territoire. Et donc ici, c'est une confirmation du référendum qui a eu lieu et de la protection de ces territoires-là dans le giron de la politique intérieure russe. Venons sur les sanctions contre la Russie. Est-ce que les multiples sanctions contre la Russie ne risquent pas de mettre en mal l'unité européenne? Est-ce qu'il y a encore une unité européenne? Il n'y a plus une unité européenne. Vous avez la sortie du président Macron qui confirme cette assertion-là. Il dit, sur base d'une continuité relationnelle entre la France et la Chine, j'ai envie de dire, et la Chine, il dit, sur la question de Taïwan, ils sont pour une seule Chine. C'est une continuité historique. Pourquoi? Parce que la France est le seul pays, avec le président de Gaulle d'alors, à reconnaître la République populaire de Chine comme un État indépendant. Mais cette prise de position-là a créé des soubresauts. Par exemple, la question de Taïwan. Mais aujourd'hui, la France est obligée d'être dans cette continuité historique-là pour être en acquaintance déjà avec même ses prises de position et en une certaine lucidité, ou alors, comment dirais-je, une certaine clarté dans ses positions vis-à-vis de la Chine. Et cette relation historique-là voudrait que les différents partis aient une certaine véracité dans leur prise de position. C'est pourquoi le président français a eu à tenir ce genre de propos, malgré le fait qu'il soit quelque peu le valet des États-Unis, parce que ses prédécesseurs ont bien construit cette relation-là ainsi, dont il ne peut qu'hériter de ce qui se faisait par le passé. Avec sa pugnacité et sa sagacité, il voudrait construire une autre idée de la France, une autre idée qu'on se fait de la France. Mais c'est peine perdue, parce que sur le continent africain, c'est pas de président Macron que nous parlons, mais c'est de la France que nous parlons. Et donc, j'avais, en début d'émission, essayé de dire que l'histoire de l'homme suit l'homme. L'histoire de la France est en train de suivre la France. Et c'est qu'elle pratique, par exemple, avec la Chine, parce que son histoire l'oblige à tenir ce type de discours. Et quand elle vient sur le continent africain, elle tient un discours hégémoniste, parce qu'elle nous a dominés, elle nous a mis en esclavage, elle nous a subjugués. Et donc, les relations, là, voudraient que la France ou la Russie ou la Chine, ils se construisent des relations. Et ces relations-là se tissent, grandissent. Et l'Union européenne, vous parlez de l'Union européenne, l'unité de l'Union européenne. Je crois que des positions du président Macron, vous avez entendu par exemple un ministre polonais dit que ils ne sont pas pour une autonomie stratégique de l'Union européenne, mais ils veulent renforcer le lien avec les États-Unis, par exemple. Cette divergence d'opinion, cette divergence de vision montre qu'il y a un schisme au sein de cette institution-là qui, d'ici maximum 5 ans, va éclater si ça continue ainsi. Et donc, ma foi, je ne crois pas que il y a d'autres analystes qui pensent que même les fonctionnaires de cette institution-là travaillent pour les questions, pour les intérêts américains. Et quand le président Macron tient ce genre de discours, se lance-t-il en solitaire? A-t-il déjà imaginé le fait que la France sortirait de cette institution-là? Ça a été le cas avec le président de Gaulle. Justement, c'est pourquoi je parle de continuité historique, de véracité dans les relations. Et donc, c'est possible qu'il ait envisagé ça, et c'est pourquoi il tient ce genre de discours, et ça donnerait une autre vision, une autre idée dans la lecture de ce que nous faisons de la France à l'heure actuelle. Sinon,
si c'est dans cette continuité de valet des États-Unis, je pense que les soubresauts qui s'y passent montrent bien que la question des intérêts est remise au goût du jour à l'intérieur de cette institution-là. Et maintenant, qui parle d'intérêts, qui parle de divergence d'opinion, les intérêts ne sont pas communs au sein de cette institution-là. Et forcément, si ce n'est pas commun, il y a risque d'éclatement. Tout à fait. La Finlande est devenue membre de l'Alliance transatlantique. Qu'est-ce que cela change? Peut-on qualifier cela de provocation de la part des États-Unis? De mon point de vue, c'est purement et simplement une provocation, parce qu'ils sont en application de leur programme qu'ils ont défini depuis fort longtemps. Je vous ai parlé par exemple du fait que les ONG, les think tanks ont réfléchi à comment s'ingérer dans les affaires de la Russie. Ils ont réussi avec un certain président qu'ils avaient mis au pouvoir après Mikhail Gorbatchev. Avec la perestroïka, ils ont essayé de réfléchir, c'est-à-dire reporter l'économie libérale partout où les peuples se sentent opprimés. Le président Bush qui tenait ce discours quand ils avaient réussi leur coup d'État en Géorgie, il disait partout où les peuples se sentiront opprimés, les États-Unis viendraient à leur rescousse. Ils ne laisseront plus les dictateurs gouverner dans ce monde. Ils seront à leur trousse, peu importe les moyens utilisés. Vous avez vu alors ce qu'ils ont fait de Kadhafi, vous avez vu ce qu'ils ont fait de Saddam Hussein, vous avez vu ce qu'ils ont fait de ces pays-là. On a appelé cela les révolutions de couleur. Mais en Géorgie, on parlait de révolution orange, par exemple. Et ce sont des tactiques utilisées qui viennent avec la NDA, par exemple, National Democratic Institute ou un truc comme ça. Ils financent les groupes entre guillemets d'opposition, de société civile. La subtilité dans ça, c'est qu'ils vous entraînent. Les éléments de langage que vous utilisez, une communication bien structurée, dans la finalité de quoi? De renversement des régimes. Donc c'est un peu la nuance qu'il faille faire ici quand vous entendez par exemple que les États-Unis ont subventionné telle institution dans votre pays. Oui, ils ont d'abord une carte qu'ils ont définie qui tend à montrer que dans ce territoire-là, on ne parle pas encore de démocratie. Il faille amener la démocratie là-bas. Ici, on ne parle pas de démocratie, il faut apporter la démocratie là-bas. En Chine, c'est un régime autoritaire, il faut apporter la démocratie là-bas. C'est pourquoi vous voyez les positions qu'ils tiennent sur la question de Taïwan et la question de Hong Kong. Et en Russie, avec la Finlande, c'est une continuité. Par exemple, il veut lancer la politique de l'encerclement que le président Vladimir Poutine parlait. C'est dans cette continuité-là qu'il voudrait voir l'influence russe annihilée, effacée, oubliée. Et qu'on ne parle plus que des États-Unis comme étant le super puissant qui apporte la stabilité, la tranquillité et même à manger et à boire. J'ai envie de se rappeler ainsi pour dire que ils ont le souffle de vie de chaque peuple. Si nous existons, c'est parce que les États-Unis existent. Si les États-Unis disparaissent, je pense que nous on va disparaître parce que ça va de soi que c'est eux qui tiennent notre souffle de vie. Mais que non, la Russie est en train de dire que non. Et donc, c'est vraiment une provocation et je pense que la Russie aujourd'hui a essayé de dire que, puisqu'il en est ainsi, on va essayer aussi de réactiver notre plan stratégique de défense pour protéger notre territoire. Si vous implantez votre base militaire dans ces pays-là, et la Finlande aujourd'hui est assez contente de ce qu'elle intègre l'OTAN. Et on va dire c'est de bonne guerre pour rester neutre. Tout à fait. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump est entré dans l'histoire pour avoir été inculpé suite aux récentes émeutes commises au Capitole, temple de la démocratie américaine. Sortira-t-il de cet étau quand on sait que Donald Trump a déjà lancé sa campagne pour les présidentielles aux États-Unis? Nous sommes en pleine politique africaine. Élimination des candidats. Et donc, la démocratie tant vantée est en train de connaître
Je connais des véritables couacs au niveau des États-Unis et dont le président Donald Trump, avec ses positions idéologiques qu'il a tenues, honni dans le monde. Et donc, je suis même surpris que sa situation vous a interpellé. Mais dans le sens que vous prenez, parce que si aujourd'hui vous parcourez l'ensemble des médias occidentaux, vous vous rendez compte qu'il est verni de noir. Non pas pour dire que le noir est une couleur de la maudicité, non, mais il est peint et dépeint en diable, en démon, je ne sais pas moi quoi. Mais sauf que ses positions, quand il était président, n'ont pas apporté ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a été un président, de mon point de vue, réconciliateur. Il a réconcilié, par exemple, la politique des États-Unis avec la Corée du Nord. On a vu cette poignée de main avec Kim Jong-un, qui est historique. Et vous avez aussi son protectionnisme qui se fait aujourd'hui, qui se pratique aujourd'hui, ne fût-ce que même par les États-Unis, qui se fâche de ce que la Chine, par exemple, pratique ce protectionnisme-là avec une politique qu'elle a définie comme étant un protectionnisme ouvert, libéral. C'est-à-dire, nous, on va subventionner les industries stratégiques de notre économie, on va ouvrir le marché, mais on va financer, on va mettre beaucoup d'argent dans nos industries, que la concurrence maintenant dans le marché international se veut déloyale à la qualification des États-Unis, de la France et c'est pourquoi ce voyage-là, parce qu'ils considèrent que la Chine mène une concurrence déloyale vis-à-vis de leur industrie. Par exemple, parce que le pouvoir central, l'État, finance les industries stratégiques dans l'aéronautique et j'en passe. Et donc le président Donald Trump a tenu des discours qui remettaient la désoccidentalisation du monde au goût du jour. Quand nous ne sommes pas les patrons du monde, on va s'occuper des Américains. American first. Mais nos intérêts doivent être sauvegardés partout dans le monde. Mais d'abord, les Américains. Ils voulaient sortir de l'OTAN. Ils voulaient sortir l'Amérique de l'OTAN. Ils voulaient délocaliser, par exemple, les bases militaires qui existent. Il avait une politique pour l'Amérique, non pas pour l'universel, non pas pour la terre entière. Mais s'il revenait au pouvoir, vous vous rendez compte que il y a les dossiers qui vont ressortir. Aujourd'hui, on veut enfermer le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'on fait de Hunter Biden? Qu'est-ce qu'on fait de lui avec les laptops qu'on a trouvés, les preuves rocambolesques qu'on a trouvées? Qu'est-ce qu'on fait de Hunter Biden? Il est libre. Le président Donald Trump est inculpé de ses idéologies. On est en pleine politique africaine là. Hein. On est en pleine politique de démocratie africaine. Et donc, l'élimination d'un candidat qui se veut fort est en cours. Et donc, je pense même qu'ils ont réussi, même selon la politique de la démocratie américaine. Je ne sais pas si il peut ne pas encore se présenter, mais je pense qu'il a annoncé sa candidature. Et je suis cette actualité de très près. L'actualité aux États-Unis nous ramène vers la fin de cette émission. La chute de l'économie française et allemande, accentuée par la guerre en Ukraine, les multiples sanctions prises à l'encontre de la Russie, est-ce que cela ne risque pas de mettre en mal l'unité européenne? Je trouve normal que vous reveniez avec la question de l'unité européenne, mais maintenant en pointant du doigt les deux leaders majeurs de cette institution-là. Puisque le président Macron a mis sur la table la question des intérêts, chaque pays va définir ses intérêts. Et quels sont les intérêts de l'Allemagne, quels sont les intérêts de la France, quels sont les intérêts de chacun des pays constitutifs de cette organisation-là. Si on regarde bien, l'Allemagne est fortement perdante parce que son économie extravertie.
est beaucoup plus portée vers l'extérieur. Elle dépend beaucoup de l'extérieur. Et donc, c'est pourquoi même l'institution a pensé déjà à une nouvelle stratégie qui voudrait, ils ont appelé ça le riskable. Ursula von der Leyen a appelé cela le riskable, c'est-à-dire diminuer les risques avec la dépendance qu'ils ont, par exemple, vis-à-vis de la Russie. Et qui parle de diminuer les risques, on voit encore qui, au bout de l'œil, on voit les États-Unis comme sauveurs. Le débarquement, on va encore parler du débarquement, les grands sauveurs avec le plan Marshall et tout. Et donc l'Allemagne et la France, dans les prochains jours, on saura s'ils vont continuer à maintenir cette collaboration hypocrite. Vous savez que dans notre précédente émission, on a parlé d'une collaboration des hypocrites. Ils sont dans une collaboration, mais chacun a ses intérêts. Moi, je ne vois pas un intérêt commun dans ces deux-là, parce qu'ils ont des économies, des peuples à faire vivre, à donner du travail et tout. Et donc, si aujourd'hui, la Russie qui a fermé les gaz, l'Allemagne qui est en train de souffrir, les marches en France, la crise, les retraites, les gens ne veulent plus trop travailler. Ils veulent aussi jouir un peu du bonheur, augmentation des salaires et tout. La vie qui devient chère. Et donc, je crois que la question des intérêts au centre de l'État va démontrer que cette institution-là n'a plus vocation à répondre de façon uniforme à toutes les questions sociales qui se posent dans chaque pays. Il faudrait la reformer alors. Je crois qu'elle va disparaître. Elle va disparaître comme elle est venue. On parle de la multipolarité et ils sont en train de vouloir nous imposer des questions de droits de l'homme, de démocratie. Voilà les valeurs qu'ils promeuvent. Quand ils viennent en Afrique, ils vont vous donner le financement en fonction de démocratie, de droits de l'homme, de liberté d'expression, de liberté de la presse. La Russie, la Chine, ils s'en foutent de ça. Le BRICS est né. Aujourd'hui, voilà le président Touadéra qui lance 7 projets d'envergure. On avait entendu parler de ça depuis 60 ans déjà. Je n'ai jamais entendu que la RCA a lancé des pareils projets. Et porté par qui? Non pas par la Banque mondiale, ni par le FMI. Encore moins avec le regard des États-Unis. Non, c'est les BRICS. L'Union européenne n'a même pas de chapitre. Ils ne sont même pas à côté. Je ne parle même pas de la France. L'Union européenne pourra se reformer alors. C'est réinventer. S'ils ont des leaders à la hauteur. Vous avez aujourd'hui Ursula von der Leyen qui gère cette institution-là. Elle est en procès. Elle a été accusée de trafic d'influence, de malversation, pour les questions de Covid, des négociations avec Pfizer, un contrat juteux. Elle s'est substituée à l'État, aux 30 États d'alors, pour négocier un contrat avec Pfizer pour les vaccins Covid. Vous pensez que s'ils ont des dirigeants véreux, comme c'est le cas actuellement, vous pensez qu'ils ont la lucidité de penser réforme? Il y a le monsieur Borrell qui n'avait pas retenu sa langue pour réfléchir et dire que, par exemple, nous sommes plus les amis des Russes que les ennemis. Il faille ici qu'on s'asseye pour entendre la voix de notre frère qui est en train de pleurer et réfléchir à ce que la situation qui se passe aujourd'hui n'ait pas lieu. Mais non, ils sont allés en va-t-en-guerre pour dire non, la Russie doit se soumettre, la Russie ne doit pas. Le respect des frontières, le droit international, il faut respecter le droit international. La Russie a dit qu'il n'a que foutre du droit international. Elle va faire respecter sa souveraineté. C'est ce qui est en train de faire. Où est le droit international? Il est mort. Le droit international est mort. L'Union européenne, sa voix encore compte. Les règles établies ont disparu. Non, il n'y a plus de règles. La voix de l'Union européenne compte encore pour les pays faibles. Et aujourd'hui, vous avez même la question du Mali. Elle va dire qu'au Mali, par exemple, elle parle, le Mali va répondre que non, on n'a pas besoin des droits de l'homme. On va d'abord affirmer notre souveraineté. Et donc la question de la souveraineté, si vous vous souvenez, dans nos premières émissions, je parlais de Jean Baudin.
qui parlait que la souveraineté, c'est une question fondamentale pour l'existence d'un État. Or, la gouvernance qu'on nous prône aujourd'hui est une question qui est définie par Rousseau, qui vient parler de gouvernance, de gestion. Qu'on a élu quelqu'un, et puis celui qu'on a élu, là, il va sélectionner des membres du gouvernement qui vont venir faire la gestion étatique. Or, la dévotion du pouvoir, la dévolution du pouvoir est une question de souveraineté, et quand le peuple octroie sa souveraineté à un individu, il la perd. Il perd sa souveraineté, et la personne qui l'obtient la gère au nom de ce peuple-là. Et on est dans une question de souveraineté aujourd'hui, et la question de la souveraineté est au cœur des relations internationales à l'heure actuelle. C'est pourquoi à l'ONU, l'ambassadeur du Mali a tenu tête. Par exemple, aux propos tenus par l'ambassadeur de France, qui lui rappelle que, oui, je sais bien que vous avez lu le rapport émis parce que, oui, mais vous avez omis de dire que la France a endeuillé tout un village qui fêtait en plein mariage. Vous êtes parti tirer sur les populations là-bas. Donc, ne soyez pas sélectifs. Question de souveraineté, on affirme nos positions. Et donc, l'Union européenne, si elle veut encore avoir de voix au chapitre, qu'elle se réforme, qu'elle redéfinisse ses intérêts, qu'elle s'émancipe, tout simplement, qu'elle s'émancipe et qu'elle ressente un peu les intérêts des peuples européens au cœur de sa politique, qu'elle n'applique pas la politique étrangère américaine sous le label Union européenne. Pour conclure, pourquoi les leaders européens n'intensifient-ils pas la diplomatie de la paix? Ils sont englués dans un discours dual. Ils n'ont pas été vrais. Et quand on n'a pas été vrai dès le départ, c'est compliqué d'avoir une position d'autorité en vue de rechercher une certaine position. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils peinent à se faire entendre. Et quand on peine à se faire entendre, je ne pense pas qu'on va même écouter ce que vous avez à dire, parce que vous n'avez rien à dire. Et celui qui va même prêter une oreille à vous écouter, il se dit qu'il perd son temps. Et donc l'Union européenne s'est mise dans cette position-là toute seule parce qu'elle avait un double standard dans la gestion des conflits, dans la résolution des conflits, elle avait un double standard. La question de l'Ukraine aujourd'hui, vous n'avez pas entendu, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. La question de Taïwan, vous n'entendez pas qu'il faut dialoguer. Non, le mot paix n'existe pas. Le mot paix n'existe pas. Ou alors il existe de façon ironique. Dans la recherche de la paix, il se glorifie d'être les protégés de la paix, les commerçants de la paix. Ils vont vous dire des discours pour la sauvegarde de la paix. L'Union européenne est très attachée à ces questions-là et donc on préserve la paix, les civils doivent être protégés. Pourtant, c'est en fonction des intérêts qu'ils orientent leur position. Vous avez au Cameroun la question du sécessionnisme, par exemple. Ils ont essayé de dire à l'État, un État souverain, d'aller négocier avec des individus qui ont vendu les territoires en question, à Zulfikar Rachid. Donc, vous voyez ces questions-là, ils ont un double standard, un double discours. Comment ils vont se présenter devant le président russe et lui dire toi, ce que tu fais en Russie, là, en Ukraine, là, il faut un peu arrêter ça. C'est pas normal. Ils n'ont pas tenu ce discours nulle part ailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est en fonction de leurs intérêts. Ils ont besoin d'un changement de régime ici. Ils vont soutenir l'opposition, soutenir la société civile dissidente, donner des stratégies de renversement des régimes, apporter beaucoup de soutien à ces présidents qu'ils aimeraient voir au pouvoir, au Venezuela par exemple. Donc ce double discours-là ne tient plus. Et c'est pourquoi la question de la souveraineté est remise au goût du jour. Et quel est le discours que ces présidents, ou cette institution-là, qui doivent prôner la paix, tiennent quand on parle de questions de souveraineté des États? Ils vont vous dire que non, le monde est devenu globalisé. Pourtant, eux-mêmes, ils sont en train de protéger leurs frontières. Donc, il y a un double discours qui les écarte d'une certaine véracité et qui donne encore à certains qui sont encore lucides, de leur accorder un certain crédit.
C'est pourquoi ils n'ont plus un pignon sur rue. Non, ils ne peuvent plus parler de paix. C'est impossible qu'ils parlent de paix parce qu'ils n'ont pas de leader fait pour parler de paix. S'ils changent de leader, qui ont un passé de personnes qui ont un statut de personnes véridiques, de personnes qui disent ce qu'ils pensent, de personnes qui ont la conviction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, alors là, oui, ils vont retrouver le chemin du discours de la paix, mais pour l'instant, ils sont dans le discours des intérêts qu'ils essayent d'avoir. C'est sur ces mots que s'achève cette émission et nous espérons que les dirigeants et les leaders de ce monde s'accordent avec une diplomatie de la paix. À très bientôt.